Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Vous êtes toujours sur Sud Radio, nous sommes le 26 décembre et pour cette heure, normalement dédiée au débat, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Ferrand. Bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. On vous présente plus, vous êtes historien, vos livres sont des succès, on vous entend sur d'autres radios qu'on salue évidemment, mais qu'on ne citera pas forcément, évidemment, pour vous garder. Et pendant une heure, le but avec vous, Franck Ferrand, c'est qu'on va s'intéresser, on va dire, à des événements qui ont marqué cette année 2024, où vous allez pouvoir nous éclairer. Elle n'est pas encore tout à fait finie cette année. Non, mais justement, comme on a un peu de perspective, on va essayer de prendre les quelques points qui nous ont beaucoup marqué, les auditeurs de Sud Radio, vous, moi, les Français. Et on va commencer notamment par la reconstruction de Notre-Dame. Il y a 3 semaines, le monde entier, les caméras du monde entier étaient rivées dessus. Elle avait été largement détruite suite à l'incendie du 15 avril 2019. Et le chantier exceptionnel a enfin touché à sa fin. C'est vrai, Franck Ferrand, que Notre-Dame est un symbole dont on ne soupçonne pas l'importance, même dans le monde. Je pense que ça a été, au moment de l'incendie, le 15 avril 2019, ça a été un choc mondial. Et les cérémonies de réouverture de la cathédrale entièrement refaite, qui a retrouvé sa splendeur native, ces cérémonies ont été également un événement à l'échelle planétaire. Il suffit d'ailleurs de regarder comment les télés du monde entier, c'est facile maintenant, on a les bouquets qui nous permettent d'aller voir à peu près ce qui se passe un peu partout, à quel point toutes ces télés ont couvert l'événement, avec toute la présence de tous ces chefs d'État et de gouvernement. Ça a été un événement d'une importance considérable. À l'époque, il y a 5 ans, donc, j'étais au Guatemala. Moi, figurez-vous, au moment où j'ai appris l'incendie de Notre-Dame, je sortais d'un site archéologique maya. Et dans le petit bus où j'étais avec une toute petite équipe, on était 8 personnes, ça a été un choc et une émotion considérable. Et quand nous sommes arrivés à notre hôtel, j'ai vu des gens qui s'étaient réunis, sachant qu'il y avait des Français là, et qui nous ont pris dans leurs bras et qui pleuraient. À ce point, pour l'émotion, l'incendie de Notre-Dame. C'est un souvenir que je n'oublierai jamais de ma vie. Et de voir à quel point ces gens au Guatemala, vous imaginez, alors c'est vrai que ce sont des chrétiens fervents là-bas, mais quand même, à quel point ils étaient sensibles. Ils nous ont pris dans leurs bras vraiment comme si des membres de notre famille étaient morts. C'était comme exactement la même chose. C'était un deuil, c'était un vrai deuil. Et en rentrant en France, j'ai raconté ça beaucoup à l'époque, j'ai dit, mais vous n'imaginez pas, je pense qu'on ne s'est pas rendu compte en France de l'émotion planétaire de cet événement. Et il faut dire que pour notre génération, pour nos générations, c'est quand même une sacrée honte d'avoir laissé brûler Notre-Dame. Il faut dire les choses comme elles sont. Moi, je vis ça comme une tâche. J'ai eu un mal de chien à surmonter, si je puis dire, cette impression de culpabilité. Et c'est vrai que on dit parfois que le diable porte pierre. C'est vrai que la cathédrale est encore bien plus belle qu'elle n'était. Et ça, j'ai eu la chance de la voir en avant-première. C'était un moment inoubliable. Vous aviez été un des premiers à pénétrer dans la... Oui, c'est une chance. Oui, on peut dire ça, privilégié, diraient certains. Ça a été un moment inoubliable. C'est vrai que la cathédrale est d'une splendeur inouïe. Il y a cette aspiration, cette lumière, cette pureté qu'on n'avait plus du tout dans l'ancienne cathédrale. C'est vrai. Donc, c'est très très beau ce qui a été fait. Et d'ailleurs, on pourra peut-être y revenir parce que c'est très intéressant de voir à quel degré de réussite on est capable d'aller quand on s'en donne les moyens. Quand on s'en donne les moyens, ce sera bien sûr l'angle. Mais il n'empêche, ça ne fera pas tout à fait oublier qu'en 2019, on a laissé brûler ce joyau des joyaux. Et pour vous, vous pensez quand même qu'il y a ce sentiment de culpabilité partagé, de se dire quand même qu'on a, en 2019, potentiellement laissé brûler Notre-Dame? Parce qu'il y a cet argument un peu étrange de dire, alors certes, elle a brûlé, mais finalement, c'est un mal pour un bien, dans le sens où elle est tellement plus belle. Dès 2019, il y a eu quand même le dévouement des pompiers, qui a été complètement incroyable. Héroïque. Vous vous rappelez, hein, là, vraiment, on peut parler d'un acte héroïque. Ils ne se sont pas du tout laissé impressionner, les pompiers de Paris. On leur doit beaucoup, il faut le dire. Et puis ensuite, on doit beaucoup à tous ceux qui ont reconstruit, c'est vrai. Enfin, la cathédrale, elle a brûlé quand même. Mais vous parliez tout à l'heure, en effet, de ce chantier extraordinaire, et vous avez eu cette phrase qui est qu'on sait donner les moyens. C'est vrai que quand on regarde un peu les chiffres et les délais, moins de 5 ans pour la reconstruire, plus de 700 millions d'euros récoltés, ça, on a fait travailler... Même 850 en tout. Oui, c'est ça, 846 millions avec tous les donateurs, les 150 pays. On a eu plus de 2000 personnes qui ont travaillé quand même sur ce chantier. 150 entreprises, vous imaginez? C'est ça. Et ce qui a été très bien, c'est un des secrets de cette réussite. À mon avis, il y a 4 secrets de la réussite. En fait, c'est l'exception, ça. Ah, c'est l'exception à tout niveau. C'est ça qui est extraordinaire. Et l'exception convient très bien à l'exception française, vous voyez. Je trouve que c'est pas mal fait, finalement. C'est-à-dire qu'il y a cette exception de base, cette exception première qui consiste déjà, et il faut le souligner,
à n'avoir pas confié la reconstruction à quelques très grandes entreprises. On a fait 130 lots. C'est très intelligent, ça. L'établissement public a fait 130 lots, ce qui a permis à de petites entreprises qui n'ont que quelques employés d'excellence de faire partie de ceux qui participaient et qui mettaient leur pierre. Travail collectif. Travail collectif, ça. Bon, émulation collective également. Parce que pour être allé un certain nombre de fois sur le chantier, c'était extraordinaire de voir à quel point tout le monde voulait donner le meilleur de lui-même. On a des entreprises qui ont ajourné des chantiers ailleurs pour venir là, pour participer, pour mettre leur grain de sel, si je puis dire. Et puis leur pierre à l'édifice. Leur pierre à l'édifice. Et puis il y a eu, c'est vrai, cette mobilisation financière, c'est pas négligeable. Quand on a des moyens, et en l'occurrence des fonds privés, réunis à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros, notamment grâce à de très généreux bienfaiteurs, mais pas seulement, puisque certains chèques étaient de tout petits chèques. Évidemment, ça permet d'aller plus vite et de passer outre à certains encombrements habituels. Mais il y a deux autres aspects qu'il ne faut pas oublier. Le premier qui me paraît essentiel, c'est qu'on est passé par-dessus un certain nombre de pesanteurs administratives. C'est parce que l'État ne s'y est pas mêlé. C'est ce qu'ont observé beaucoup de gens avec un sourire un peu cynique en disant mais regardez, ça a marché parce que typiquement l'État y a foutu le moins de doigts de pied possible. Alors en fait, peut-être qu'on pourrait imaginer, et je veux bien l'admettre, que l'État se doit d'avoir un certain nombre de, comment dirais-je, de règlements administratifs notamment. On peut pas dire que les règles soient systématiquement mauvaises. Il faut des règles, notamment en matière de monuments historiques. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. C'est ce que j'allais vous dire. Je me suis battu toute ma vie pour. Simplement, la pesanteur administrative dans notre pays est arrivée à un degré tel qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose très bien, que ce soit les Jeux Olympiques ou la cathédrale, puisqu'on a eu les deux dans la même année, c'est quand même intéressant comme exemple, comme par hasard, on est obligé d'aller outre. Je trouve que c'est bon. Et puis l'autre condition, la quatrième et la plus importante peut-être de toutes, c'est la volonté quand même. C'est alors certains ont dit que le général Georges Lain, que j'ai bien connu par ailleurs et que tout le monde a regretté, vous imaginez pour lui n'avoir pas pu voir le fruit de siècle, c'est incroyable. Il a tout fait, si je puis dire, il a tenu ça à bout de bras et puis il n'est plus là pour voir le résultat. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il avait un petit côté tyrannique sur certains côtés, mais en même temps, c'était ce qu'on appelle un chef, pardon. C'est ça. Et un chef, ça doit cheffer. Voilà, et un chef, ça cheffe et ça tranche, et c'est ce qu'il faisait à longueur de journée, et c'est ce qui a permis d'avancer souvent très vite. Certains ont contesté certaines options qu'il a prises ou certaines décisions qu'il a mais aujourd'hui, la cathédrale est reconstruite. Eh ben voilà. Donc ça prouve la force de conviction, la force de frappe. Et c'était aussi, mine de rien, une fierté véritablement nationale d'avoir restauré ce monument qui a quand même plusieurs caractéristiques. Il est historique, il est politique, il représente vraiment, on va dire, de multiples facettes de notre pays. Religieux. Et religieux, évidemment. Il est d'abord religieux, et je pense que la transcendance a été présente dans les cérémonies, même si on a vu cette chose un peu étrange que le chef de l'État parle à l'intérieur de la cathédrale. Je vous avoue que ça, c'est vrai que ça vous a marqué aussi. Parce je qu'il y a eu un peu curieux quand même entre nous. Quand vous pensez que personne jamais ne l'avait fait, ni Louis XIV, ni Napoléon, ni De Gaulle. Bon, eh bien, Emmanuel Macron l'aura fait, lui. Bon, on dit que c'est parce que le temps était vraiment trop mauvais dehors, ce que je peux comprendre, mais enfin, c'est quand même, soyons honnêtes, c'est quand même un tout petit peu particulier comme situation. Bon, enfin, c'est pas d'une importance folle, mais ça mérite d'être signalé tout de même. Ce qu'il y a eu dans ces cérémonies, c'est une dimension religieuse forte, une élévation, une transcendance qui sont présentes et qui ont permis de rappeler à tout le monde qu'il s'agit d'abord et avant tout d'un lieu cultuel. Mais ensuite, vous avez raison, c'est un lieu symbolique pour la nation et pas n'importe lequel. On est au kilomètre zéro, c'est la paroisse mère du pays, si je puis dire. C'est là qu'ont eu lieu un certain nombre de très grands événements, et depuis l'accueil de la couronne d'épines par Saint-Louis jusqu'au Tédéum de la Libération, il y a eu dans cette église un certain nombre d'événements qui ont été des événements collectifs majeurs, des événements clés de notre histoire, c'est vrai. Et donc voir ce creuset là, voir cette nef
ressortir des flots, c'est une fierté, c'est une joie, et j'espère que c'est un soulagement pour tout le monde. Et ce qui était très frappant aussi au moment de la réouverture, c'est de voir à quel point tous les historiens, les commentateurs, les journalistes se sont très rapidement plongés à nouveau dans les grands classiques de la littérature française, Alors, parce que bien tout d'un sûr. coup, on se rendait compte à quel point Notre-Dame était omniprésente, aussi bien chez Hugo que chez Peggy. Ça devenait à nouveau un patrimoine littéraire, Alors véritablement. chez Peggy un peu, mais c'est Avec cette surtout, pièce qui jaillissait, Notre-Dame en tout cas. Notre-Dame Bien de sûr. Chartres qui est présente chez Peggy. On pourrait citer d'autres grands auteurs pour lesquels Notre-Dame a été essentielle, et d'abord peut-être Claudel, qui a connu derrière un pilier de Notre-Dame cette révélation. Il a été quand même, pour lui, ça a été quasiment une conversion. C'est un moment très important de sa vie. Alors, le grand homme, vous avez raison de le souligner, il y a deux figures qu'on ne pourrait pas ne pas citer quand on évoque Notre-Dame. C'est bien sûr Victor Hugo, puisque c'est lui qui a fait de Notre-Dame un sujet de roman, qui en a fait presque un personnage, et non seulement pour la France, mais pour le monde entier, parce que Walt Disney est passé derrière avec les studios, sont passés derrière avec leurs dessins animés, bien sûr. Bon, donc c'est vrai que Victor Hugo a joué un rôle essentiel. Si Notre-Dame a bénéficié au 19e siècle de cet éclat extraordinaire, c'est grâce à lui, car elle était en très mauvais point en 1837 au moment de... Il a remis les projecteurs à cette époque absolument. sur cet édifice extraordinaire. Exactement. Et puis l'autre, bien sûr, c'est celui qui, dans la foulée de Victor Hugo, a non seulement restauré, mais complètement remanié Notre-Dame. Celui qui fait un peu polémique aujourd'hui, parce qu'on se demande s'il faut... on s'est demandé, en tout cas, s'il fallait reconstruire sa flèche ou s'il fallait changer les vitraux en grisaille qu'il a laissés dans la cathédrale. C'est bien sûr Eugène Viollet-le-Duc, personnage qui, quand j'étais enfant, était totalement décrié. Quand on disait « oh, c'est du Viollet-le-Duc », c'était pour se moquer d'un monument à l'époque. Et aujourd'hui, on découvre la grandeur du personnage. Il lui a fallu plus de 100 ans pour être enfin admis et reconnu à sa juste valeur. On voyage dans le temps en refaisant évidemment les grands événements qui ont marqué cette année 2024, et nous restons encore 45 minutes avec l'historien Franck Ferrand qui signe, et c'est encore le moment de le mettre sous le sapin pour ceux qui font un Noël prolongé. Nos Reines de France, c'est aux éditions Perrin. Vous êtes sur Sud Radio et vous y restez bien sûr. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Vous êtes toujours sur Sud Radio et nous sommes en compagnie encore pendant un bon bout de temps avec l'historien Franck Ferrand. Nos Reines de France chez Perrin, c'est le dernier livre qu'il signe, et on avait envie de se replonger dans l'histoire de France à travers les faits marquants de l'actualité, et je ne pouvais pas recevoir Franck Ferrand sans aborder ce sujet qui a en fait clairement traversé chaque mois, chaque jour, chaque semaine de cette année 2024, qui est clairement en réalité l'influence de la France dans le monde, et notamment sur ses anciennes colonies, sur le terrain diplomatique, sur le terrain même européen, Franck Ferrand, c'est vrai. Oui. Et l'actualité ces dernières semaines, en tout cas, a été marquée, commençons par cela si vous voulez bien, par l'arrestation incompréhensible de l'écrivain Boualem Sansal dans les geôles algériennes, où on voit bien à quel point la semaine dernière encore, il y a eu des rappels d'ambassadeurs, des jeux comme ça de diplomates entre l'Algérie et la France, avec, on le sait, des relations qui sont exécrable. Quelle est, selon vous, la part d'histoire qui peut expliquer d'abord, en effet, nos relations exécrables avec l'Algérie, et à quel point le pouvoir algérien a cette détestation de la liberté, de l'art, de l'artiste ? Alors là, ça nous ramènerait très loin en arrière. Vous savez, l'histoire des relations entre la France et l'Algérie, ça remonte vraiment à l'époque des barbaresques déjà. Vous imaginez les pirates d'Alger qui envoyaient, qui infestaient littéralement la Méditerranée, qui faisaient beaucoup de captifs et donc d'esclaves. Ça a été toute une affaire, ça. Et puis alors, faudrait vraiment reprendre siècle après siècle. Je l'ai fait d'ailleurs à la radio. Vous pouvez trouver des podcasts sans faire de publicité sur tous ces sujets. Il y a eu la grande conquête, évidemment, des années 1830, la prise de l'Asmala d'Abdelkader, les relations d'ailleurs de la France avec l'émir Abdelkader lui-même, qui sont un cas très intéressant. Et puis, bien sûr, cette colonisation très forte, colonisation de peuplement. C'est pas une colonisation à l'anglaise, là. Hein. C'est même pas ce qu'on avait connu dans l'Indochine française des années 1920. Là, on est vraiment dans une colonisation pure et
simple. L'Algérie était devenue une série de départements français et il a fallu en partir avec En 62. 1 million d'Européens, dont beaucoup de Français d'origine, qui s'étaient installés parfois depuis de nombreuses générations. Donc c'est toute la question des pieds noirs. On va pas refaire ça. J'imagine que ce matin, on n'a pas le temps de revenir sur toutes ces questions qui sont immenses. Bon, Ce sera une prochaine émission. ce qui s'est passé, en tout cas, c'est que au moment de l'indépendance algérienne en 1962, vous savez que le FLN, un certain nombre des leaders du FLN, qui étaient d'ailleurs pour beaucoup partis en Tunisie, etc., sont rentrés. Il faudrait parler de la présidence de Boumedienne. Boumedienne n'est mort qu'en 78, faut pas l'oublier. Le rôle qu'avait eu d'abord Ben Bella, et le rôle absolument essentiel. Mais alors ça, c'est une affaire qu'on a aujourd'hui oubliée. Mais le rôle essentiel du FLN dans la mise en place d'une politique qui, à l'époque, s'inscrivait plutôt dans la sphère du bloc soviétique, ce qui posait un nombre de problèmes majeurs pour le bloc occidental de l'époque, pour le camp occidental. Et puis, n'oublions pas la question des essais nucléaires, car parmi les clauses des accords d'Évian, il y avait cette possibilité pour la France de mener un certain nombre d'expériences dans le désert algérien. C'était d'ailleurs absolument essentiel, ça, aux yeux du général de Gaulle, qui voulait doter la France de son indépendance stratégique, donc atomique à l'époque. Les accords qui ont été passés n'étaient peut-être pas entièrement clairs. Et le pouvoir du FLN qui a été profondément mis à mal à partir du contre-choc pétrolier à partir de 1986. Vous savez qu'en 1991, le fils, vous vous rappelez, enfin non, vous vous rappelez pas, Non, mais moi, un certain nombre, je pouvais pas m'en rappeler. certain nombre de nos auditeurs s'en souviennent. Ça a été une lutte pour ce pouvoir qui se maintient interminablement depuis plus de 60 ans. Ça a été une lutte pour essayer de conserver le pouvoir avec l'interminable présidence de Bouteflika. Et les présidents français successifs, ce sont en quelque sorte, comment dirais-je ? Poliment. Oui, je ne veux pas dire de choses qui soient désobligeantes, mais il y a eu un certain nombre de gages qui ont constamment été donnés à l'Algérie, notamment pour des raisons énergétiques et commerciales, disons-le. Il y a des échanges qui sont considérables. Ce sont des milliards d'euros chaque année, dans les deux sens. Nous sommes le deuxième exportateur et le deuxième importateur de l'Algérie. Il ne faut pas le négliger, cet aspect-là. C'est vrai que les choses se sont beaucoup envenimées, là, récemment. Notamment avec la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. C'est la raison principale, mais c'est pas la seule. Il y a des relations qui sont mauvaises, disons-le, et le pouvoir à Alger a décidé, je crois, de montrer sa force. C'est ça qui est intéressant. Vous savez, il se trouve que je suis allé en Algérie, moi, au mois d'avril dernier. J'ai fait un petit voyage qui était touristique, pour découvrir l'Algérie que je ne connaissais pas. C'est d'ailleurs un très très beau pays. J'ai été très surpris par tout ce que j'ai vu, par le dynamisme, par l'extraordinaire. Loin de l'image que le pouvoir en donne et que nous en avons parfois en France. Mais totalement. J'avais une image... Pour vous, le décalage est sidérant. J'avais une image de l'Algérie qui datait de plus de 20 ans, pour tout vous dire. Et là, je vois un pays en plein épanouissement économique et en pleine glaciation politique, si on peut dire. Mais alors, comment justement vous expliquez parfois cette attitude des présidents français, outre les préoccupations économiques, et quand je parle des présidents français, encore peut-être faut-il mieux parler de l'attitude récente d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Algérie. On ne peut pas dire qu'on ne l'avait pas prévenu, que on va dire le fait de poser un genou à terre face au pouvoir algérien n'était pas la meilleure méthode. Comment pouvez-vous expliquer, peut-être avec un point de vue historique ou alors un prisme qu'on n'a pas forcément, que ce soit toujours cette voie-là qui ait été actée en permanence, c'est-à-dire la complaisance envers le pouvoir algérien? Je pense qu'il y a trois grands facteurs là. D'abord, il y a cette population, il ne faut pas oublier que nous avons été cette colonie de peuplement, et donc il y a un lien très fort. Le Roland colonial de la colonisation. Ça, c'est incontestable. L'historien que vous êtes avait regretté potentiellement le fait qu'Emmanuel Macron le qualifie de crime contre l'humanité en 2017. Ça m'avait paru un peu incroyable comme déclaration, non ? Enfin, je ne suis personne pour commenter ça, mais tout de même, j'avais trouvé un peu fort qu'on donne un tel bâton pour se faire battre, si je puis dire. Bon. Enfin, vous savez à quel point cette question franco-algérienne a été au cœur du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui en a fait un sujet absolument essentiel, jusqu'à convoquer d'ailleurs un certain nombre d'historiens pour essayer d'aplanir les difficultés. Pour avoir des préconisations. Voilà, en fait d'aplanir les difficultés, je pense qu'on les a plutôt développées et aiguisées, incontestablement. En tout cas, il y a eu
et ça, je pense que c'est très très important de le souligner, il y a eu une bonne volonté de notre part, ça c'est incontestable, parce que d'abord, il y a ce passé. Ensuite, il y a la présence en France d'une population d'origine algérienne très importante. C'est pas négligeable. Totalement. Vous pouvez pas, quand vous êtes président de la République française, vous pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Surtout que cette population est très fière de ses origines et qu'elle reste extrêmement attachée. Et nous avons une histoire commune. Ben voilà. Et puis, il y a les questions de présence en Afrique en général et en Afrique du Nord en particulier. Sans revenir à Michel Jobert, vous vous rappelez peut-être, enfin non, là c'est pareil, toujours vous ne vous rappelez pas, mais toujours pas, vous mais devriez lire un livre qui s'appelle Le Maghreb à l'ombre de nos mains de Michel Jobert, où il expliquait justement quelle était la relation très particulière que la France entretenait avec ces pays, avec les protectorats qu'étaient le Maroc et la Tunisie, et surtout avec la colonie algérienne. Bon, voilà. Vous parlez de cette relation complexe qu'on peut entretenir avec les pays. On a vu cette année beaucoup, et ça a choqué beaucoup de nos auditeurs, on en a parlé ici sur cette antenne, mais aussi les spécialistes et même les diplomates qui sont désolés, c'est le départ de nos troupes françaises de certains pays africains. Oui, on pense au Mali, le Tchad, le Niger, encore récemment le Sénégal, notamment après une visite du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. C'est-à-dire, comment vous expliquez encore le fait que, avec notamment un prisme historique, qu'on n'ait pas voulu voir visiblement cette volonté d'indépendance, on va dire, de certains pays africains, de peut-être faire un petit pas de côté par rapport à sa relation avec la France. On a beaucoup critiqué, je me souviens, une des tournées africaines d'Emmanuel Macron, on avait dit, c'est très compliqué quand même pour ce président moderne, parce qu'il parle comme OSS 117. Est-ce qu'il y a, dans nos élites françaises, nos diplomates, encore ce prisme-là? En tout cas, il y a africains. Probablement un décalage. Quand vous parlez avec des diplomates ou des responsables politiques africains, vous êtes souvent surpris de la très grande maturité dont ils font preuve et qui est plus grande que celle dont nos propres hommes politiques sont capables généralement. C'est quand même un peu étonnant, ça. Mais comment vous l'expliquez? Alors, est-ce que c'est un des vieux Roland, on va dire, mais pas forcément négatif, mais c'est... C'est-à-dire qu'en fait, nous avons un double complexe là. Il est intéressant de noter que le recul, il est celui de 2 générations en l'occurrence. C'est très intéressant. C'est-à-dire que l'indépendance de tous ces États, elle date de 1960 et nous avons depuis passé, nous, 65 ans. C'est-à-dire qu'il y a 2 générations qui ont passé. Une génération qui a géré la décolonisation et une autre qui a, d'une certaine manière, essayé de la digérer. Et nous arrivons maintenant à une nouvelle génération qui doit reprendre tout à zéro. Et je pense que c'est fini maintenant. C'est très difficile. On s'est beaucoup moqué de la France-Afrique. Moi, quand j'étais à Sciences Po, le grand sujet à l'époque, on faisait des exposés sur la France-Afrique, sur les relations si particulières qu'entretenait la France pour des raisons énergétiques, pour des raisons minières, pour des raisons géopolitiques, évidemment, avec un certain nombre d'États qu'on considérait comme des États sous tutelle. Ces États sous tutelle, ils sont passés maintenant sous d'autres tutelles. Un peu soviétiques à l'époque et on n'a pas voulu ni le voir ni américaine. l'accepter, selon vous. Et puis maintenant chinoise, quand même, disons les choses. Il y a des logiques de puissance dans le monde. Quand vous avez une certaine richesse disponible, ça vous donne une certaine puissance disponible. Et il n'est pas étonnant. Ça attire les convoitises. Ah, évidemment. La Chine est en train, gentiment, de prendre la place de l'ancienne Europe sur le continent africain. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait déjà 20 ans que ça dure. On arrive maintenant au seuil critique. Et là, nous nous rendons compte que nous ne sommes, entre guillemets, plus rien. Il y a encore, évidemment, une influence française très forte, notamment culturelle, industrielle dans certains secteurs très précis. Mais globalement, cette influence, elle est en train de devenir anecdotique par rapport à l'influence essentielle de la Chine, par exemple. Oui. Et on avait, en plus de ces quelques pays, on va dire, avec lesquels on avait des relations très particulières, la France était censée, je cite, avoir une certaine aussi influence au Proche-Orient. Et on a bien vu avec ce qui se passe à Gaza, en Israël, très récemment aussi en Syrie, qu'il y a une perte aussi d'influence de la France dans ces pays-là avec qui on avait normalement une relation hystérique ou en tout cas une force diplomatique impressionnante. La relation essentielle, elle était avec le Liban au départ, et puis n'oubliez pas l'ancien protectorat avec la Syrie. Bon, tout ça évidemment est en train de changer une fois de plus. La France reste encore une fois très présente culturellement. Il ne faut pas négliger cet aspect culturel, mais elle perd son influence politique. Pour 2 raisons. D'abord parce qu'elle est englobée dans cette Union européenne qui ne lui laisse plus sa voix spécifique
autonome, indépendante, et puis d'autre part parce qu'elle n'est plus et de moins en moins la puissance qu'elle était. Quand vous êtes un pays hyper endetté, qui est en train de devenir un problème pour le système financier international, vous êtes quand même un peu moins armé pour faire entendre pour faire entendre votre voix, y compris au Proche et au Moyen-Orient. Et Dieu sait pourtant que notre rôle là a été un rôle stabilisateur très important, essentiel, aussi bien dans l'histoire d'Israël que dans celle de l'Iran. Il faudrait entrer d'ailleurs dans l'histoire de l'Iran là qui est en train en ce moment de basculer complètement du fait de la perte d'influence du régime des Mollahs sur tout ce qui était leur relais chiite, le Hezbollah au Liban, évidemment le régime syrien et même à Gaza, le Hamas. La perte d'influence de la France dans le monde, mais aussi la perte d'influence ou la perte de la France dans son régime politique. On va en parler dans quelques instants avec Franck Ferrand. Rappeler quand même ce qu'était le bel esprit de la 5e avant qu'on accuse le président actuel, en tout cas, de l'avoir tordu un peu dans tous les sens pour répondre à sa volonté. Et puis, vous allez voir que ça amènera un second sujet qui est quand même la passion des Français pour une certaine monarchie. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Franck Ferrand. Nos Reines de France, c'est toujours aux éditions Perrin. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Toujours sur Sud Radio en compagnie de Franck Ferrand, nos Reines de France, c'est aux éditions Perrin. Et c'est vrai que nous avons un rapport, cher Franck Ferrand, contrasté à la monarchie. On a toujours comparé cette fameuse 5e République dont beaucoup disent aujourd'hui qu'elle est en crise, notamment après cette dissolution surprise d'Emmanuel Macron au début de l'été dernier. Avant de rentrer dans ce débat, et c'est vrai, une certaine fascination du peuple français pour les monarchies, où qu'elles soient, est-ce qu'on peut revenir, alors qu'aujourd'hui on voit bien qu'elle a perdu de sa superbe, sur la force et l'incroyable, on va dire, tour de passe-passe qu'était cette 5e République, travail acharné de Debré, de Gaulle. Oui, cette 5e République, elle venait après la 4e, et la 4e venait, si l'on fait l'impasse sur la grosse parenthèse de l'occupation, elle venait après une longue 3e République, 70 ans, qu'avait beaucoup condamné le général de Gaulle. Et le régime des partis, c'est la cible du discours de Bayeux. Après la guerre, après le départ du général de Gaulle en 46, il se bat contre ce retour de ce qu'il appelait le régime des partis, c'est-à-dire un régime parlementaire dominant, où ce sont les partis qui font leurs alliances et leurs accords pour gouverner. Ça nous rappelle quelque chose, évidemment. C'est stupéfiant ce qui est en train de se passer. Parce que pour vous, c'est un retour total à la 4e, à ce point. Objectivement. Vous savez, j'ai raconté 3e et 4e. J'ai raconté l'autre jour la crise qui a précédé le départ du président Alexandre Mitterrand, 1924. Mais quand vous regardez les déclarations des différents chefs de parti, les consultations telles qu'elles ont lieu, les déclarations des parlementaires, c'est stupéfiant. Le calque. C'est d'une similitude ahurissante. Non, vraiment, c'est incroyable. Et donc, c'est passionnant quand même de voir que tout ça n'est pas nouveau. Nous sommes en train de redécouvrir ce que sont les alliances partisanes en vue de trouver une majorité à l'Assemblée. Bon, alors. Le général de Gaulle, avec tout le comité consultatif, avec bien sûr Michel Debré, et j'ai eu la chance, moi, d'avoir des entretiens avec Michel Debré où il nous racontait comment il avait conçu la Constitution, etc. Qu'est-ce qui vous avait frappé chez ces entretiens ? L'efficacité. Ce qui obsédait Michel Debré et le général de Gaulle derrière lui, bien sûr, qui était dans l'ombre de toutes ces discussions, ce qui les obsédait, c'était l'efficacité politique. Ils voulaient un exécutif fort, efficace, qui puisse mener une politique à l'époque de réindustrialisation. On est en pleine reconstruction, enfin on est dans les 30 glorieuses pour être plus juste, puisque on est quand même 13 ans après la fin de la guerre. On est dans cette période des 30 glorieuses, dans cette période de l'industrie française dominante, de l'installation de la doctrine stratégique française, nucléaire, le programme nucléaire, le programme de transport très rapide, le futur TGV, l'installation du téléphone dans tous les foyers français. On met en place vraiment la France de demain. Pour ça, il fallait avoir un exécutif puissant. Ça fait penser à ce qu'on disait sur la cathédrale Notre-Dame tout à l'heure, sur la nécessité d'avoir un chef qui chef, comme vous disiez pour citer l'autre. Bon. Et cette volonté-là,
elle était servie par un régime qui s'inspirait beaucoup de ce qu'avait été le Second Empire, pour tout vous dire. Hein. Vous parliez de monarchie, c'était une certaine forme de monarchie qui était celle de l'Empire libéral, en vérité. C'était ça, la Ve République, essentiellement. D'ailleurs, il y avait même un décorum qui faisait penser au Second Empire, sous la vraie Ve République. Alors, on accuse beaucoup le président Macron d'avoir tout fait voler en éclats avec sa dissolution au début de l'année, au printemps. Mais la vérité, c'est que la Constitution, elle avait déjà du plomb dans l'aile et depuis longtemps. C'est ce que j'allais vous dire. On a accusé Emmanuel Macron peut-être d'y avoir ajouté le dernier coup. Voilà. Mais c'est quoi les derniers grands événements, on va dire, sur les 20 dernières années où vous avez vu qu'on a vraiment mis des coups de canif dans le contrat qui s'appelle normalement Constitution? Il y a eu beaucoup de révisions constitutionnelles, mais la pire, je pense, c'est cette histoire de quinquennat. Ça, c'était dramatique, avec l'inversion du calendrier présidentiel et parlementaire, avec des assemblées qui étaient donc systématiquement à la botte du président pour 5 ans, un système qui ne fonctionne tout simplement plus, en fait. Il fallait maintenir le septennat, ça j'en ai toujours été absolument convaincu, et il fallait... laisser la durée d'agir dans le temps. Évidemment. Bon, l'esprit et la lettre de la Constitution ont beaucoup évolué. Cette Ve République, elle n'est plus aujourd'hui objectivement que l'ombre d'elle-même, on s'en rend bien compte. Et c'est vrai qu'il y a chez les Français une forme de nostalgie d'un pouvoir exécutif fort. Alors attention, il y a 2 choses là. Il ne faut pas confondre le principe monarchique, et si vous voulez, on va y revenir, ça, parce que ça m'intéresse, c'est un sujet passionnant, et puis la question de l'exécutif. On doit pouvoir reprendre la main et redonner au président un jour, espérons-le, une majorité forte, qui plus est. Pour ça, il faut accepter l'alternance. Il faut accepter cette alternance droite-gauche. À l'époque où j'étais à Sciences Po, il y avait un grand professeur, Maurice Duverger, qui d'ailleurs autrefois avait interrogé le général de Gaulle sur ses intentions en 1958. Et Maurice Duverger parlait de la dislocation du quadrille bipolaire, c'est-à-dire les 4 partis pour lui, c'était bipolarisés. C'était un risque. Mais il parlait de ça dans les années 80, vous vous rendez compte? Visionnaire. C'est-à-dire que là, c'est plus un risque maintenant. Ce qui s'est passé, c'est que en disant nous ne sommes ni de droite ni de gauche, d'abord François Bayrou d'ailleurs, entre parenthèses, puis Emmanuel Macron ont aidé à la constitution d'une 3e force qui est venue s'intercaler, si je puis dire, entre une gauche de plus en plus à gauche et une droite de plus en plus à droite. Et au milieu, il y a eu ce 3e pôle que certains ont appelé l'extrême centre, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que maintenant, nous avons un système politique tripartite. Comment voulez-vous que ça marche, par définition? Le système majoritaire était fait pour un système bipartite qui permettait d'avoir des majorités, un peu comme aux États-Unis, si vous voulez, ou en Grande-Bretagne, tantôt conservatrices, tantôt travaillistes. À partir du moment où vous avez 3 pôles, ça devient plus compliqué, évidemment. Pour ce qui est de la monarchie, ça c'est un autre sujet. Nous constatons, et là, les dernières semaines ont été de ce point de vue-là littéralement éprouvantes, caricaturales. Nous voyons bien que l'ambition d'un certain nombre de grandes figures politiques, et à la limite, on peut même pas leur en vouloir, c'est naturel et c'est humain. Leur ambition, c'est de s'installer dans le fauteuil de Saint-Louis, dans le trône de Louis XIV, dans la suite de Napoléon. Ils veulent être le souverain, n'est-ce pas? Alors en France, le souverain, c'est le peuple, mais néanmoins, quand on est président de la République, on est primus inter pares, mais bien sûr. Mais dans ce que vous dites et qui est quand même très frappant, c'est pour ça que je souhaite qu'on continue sur ce sujet, c'est que quand vous nous expliquez comme ça plus ou moins la mise en abîme progressive de la Ve République, on a quand même aussi l'impression que c'est une question d'hommes. Vous racontiez à l'instant vos grands entretiens avec Michel Debré, on évoque le général de Gaulle, il y a encore quelques autres présidents qui ont quand même marqué l'histoire de la Ve, sans doute par la stature qu'ils avaient à cette place de président. Est-ce qu'on peut dire que le spectacle auquel on assiste depuis très longtemps est peut-être, depuis, disons une dizaine, quinzaine d'années, et aussi peut-être le manque de personnes politiques avec une dimension historique où ça n'a rien à voir? Non, je ne crois pas. Alors là, je sais que je vais aller complètement à l'encontre de ce qu'on dit. Ce qui prouve que c'est une bonne question. Mais... non, je ne crois pas. Je pense que nous avons des hommes politiques, et il se trouve que j'en connais un certain nombre, et j'ai eu l'occasion de longuement parler avec certains d'entre eux. Ce sont des gens dont je ne crois pas qu'ils soient d'un niveau inférieur à ce qu'était le niveau de 1958. Non. Ils ont sans doute un peu moins de culture, ils maîtrisent le français avec un peu moins de perfection, on va dire. Et d'aisance. Ça, c'est vrai. Ils ont eu des références qui bien souvent sont importées, mais
leur qualité... Mais donc ça, c'est pas une baisse pour Leurs vous. qualités de caractère et d'intelligence ne sont pas en cause, je ne le crois sincèrement pas. Non, c'est le système qui est en cause. C'est ce piège dans lequel nous nous sommes installés. On a voulu diminuer peu à peu les pouvoirs du président. On a voulu diluer l'influence politique. On a voulu le peuple français, vous voulez dire. A voulu oui, progressivement, on va dire, ou a donné générale. l'impression de C'est vouloir. l'époque qui a voulu ça. Je ne sais pas qui. Alors là, nombreux seraient les responsables à incriminer, notamment ce transfert progressif de la souveraineté vers une instance supranationale, vers la Commission européenne. Ça, c'est quand même. Ça, c'est très grave. Et ça explique une grande partie des impuissances actuelles. Mais ça n'est pas lié à un défaut de qualité personnelle des êtres. Un défaut de lié système. à un défaut systémique. C'est beaucoup plus grave d'ailleurs. Ça veut dire que quelle que soit la qualité, je ne citerai pas de nom à cette antenne, mais on a Des hommes d'État, on a des gens qui sont des hommes d'État en puissance, je vous promets, en France, qui pourraient être de remarquables leaders, mais qui ne peuvent plus l'être parce que le système les... C'est terrifiant ce que vous dites d'un Mais côté. oui, c'est ça qui est terrible. Et il faudrait que les Français s'en rendent compte. Et Ils ne s'en rendent pas compte suffisamment. Ah, Vous je crois pensez, pas que... Non, même parce face que à ce spectacle qu'on les qualifie Français, souvent de c'est désolant. plus facile. On a tendance à accuser les personnes intuitu personae. On accuse plutôt les gens eux-mêmes, les figures, plutôt que le système dans lequel on s'est empêtré, parce qu'on est complètement empêtré maintenant quand même. Hein. On est empêtré à tous les niveaux. Regardez, prenons un petit exemple, mais il y en aurait tant à donner. Regardez ce qui s'est passé avec les maires. Moi j'ai connu cette époque, je suis quand même pas encore tout à fait un ancêtre, mais vous aviez des maires qui dirigeaient leur municipalité, qui dirigeaient leur commune, qui étaient des vrais acteurs extraordinaires d'ailleurs. Et là, avec ces histoires de syndicats de communes, d'intercommunalité, etc., qu'on a créé là depuis 15 ans, grandissante, on en les réalité. a complètement Tués. bloqués. Certains diraient castrés, mais c'est un peu le cas quand même. Et donc, c'est quand même pas les maires qui sont moins bons qu'ils étaient, c'est simplement qu'on les a mis dans un système engluant qui les empêche d'agir. Eh bien, c'est la même chose au sommet de l'État. En vous écoutant, on a bien la sensation qu'en tout cas, la 5e République arrive à bout. Est-ce que pour vous, ça veut dire que dans les prochains longs mois, dans les prochaines années, une 6e République doit venir? Et à quoi elle ressemblerait dans votre idéal, Franck Alors, Ferrand? moi, dans mon idéal, on rétablirait la 5e République. Car moi, je suis convaincu que rien n'est meilleur que ce système qui a été mis en place à l'époque. Certains nous disent la 5e République n'est plus de mise, elle ne correspond plus aux aspirations actuelles de la société, etc. Je dis que ce sont des foutaises. La 5e République est un régime extrêmement efficace, extrêmement réussi sur le papier. Encore faudrait-il renouer avec lui. Il faut revenir à une 5e République principielle. Je pense que ce serait ça la bonne réforme. Toute 6e République qui sera un parlementarisme matiné de transfert de compétences sera, à mon avis, un vecteur d'impuissance. Voilà, ça c'est le parler vrai de Sud Radio, la radio sur laquelle vous avez raison de rester. Et avec cette crise de régime, on va en venir à l'ADN du dernier livre de Franck Ferrand, Nos Reines de France, c'est aux éditions Perrin. Et on va discuter de ces grandes femmes qui ont quand même clairement eu une influence hallucinante en France et de cette fascination pour les Français, pour les monarchies en général. À tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Vous êtes sur Sud Radio, on est toujours en compagnie de Franck Ferrand qui signe Nos Reines de France aux éditions Perrin. On y croise la route d'Isabeau de Bavière, de Anne de Bretagne, de Blanche de Castille, de Marguerite de Valois, de Marie de Médicis. Toutes ces femmes qui ont quand même fait rayonner la France pendant des années, qui sont aujourd'hui encore au programme de certains, en tout cas de certains cours au collège, au lycée sans doute. En tout cas, ces noms nous sont tous familiers. Franck Ferrand, avant qu'on se plonge au cœur de ce livre que vous signez, j'aimerais quand même qu'on évoque ce qui m'apparaît en tout cas moi comme une fascination quand même pour les Français, des Français en tout cas pour la monarchie. Oui, il y a une très vieille tradition monarchique en France, tout simplement. Vous vous rendez compte, quand vous restez une monarchie pendant plus d'un millénaire, monarchie centralisée, monarchie qui a constitué le pays, qui lui a donné tous ses caractères. Comment voulez-vous que cette monarchie ne reste pas présente, au moins de manière inconsciente,
dans l'esprit du public et dans l'esprit des Français. Les Français se sont habitués pendant des dizaines et des dizaines de générations à se tourner vers le roi. Le roi va nous sauver, le roi va nous entendre, etc. Donc, ils continuent de faire un petit peu la même chose avec le gouvernement et le président aujourd'hui. C'est assez légitime. Alors, quand on parle de monarchie, la monarchie dont nous parlons, la monarchie capétienne française, c'est une monarchie qui était une monarchie de droit divin, une monarchie appliquant la loi salique, c'est-à-dire masculine, et une monarchie absolue à partir du règne de François Ier et de celui d'Henri II. Donc, ça fait quand même 3 grandes caractéristiques qui ne sont pas très bien portées aujourd'hui, disons les choses. S'il y a chez certains une nostalgie de la monarchie, ce n'est pas de cette monarchie-là, en fait. C'est une vraie monarchie constitutionnelle. C'est ça, mais c'est très important de le dire, parce que, vous savez, il y a un énorme conflit en France, il y a un malentendu, en fait. Quand la France considère que la monarchie va contre la démocratie. Pour beaucoup de Français, démocratie égale république, monarchie égale tyrannie. On oublie que la plupart des grandes démocraties du monde aujourd'hui, quand je parle de la Norvège, de la Suède, du Danemark, ce sont des monarchies. Et un certain nombre des pires dictatures de la planète, la Corée du Nord ou autres, ce sont des républiques. Donc, il faut bien comprendre qu'il n'y a aucun rapport entre ces notions de démocratie et de tyrannie, d'une part, et de monarchie et de république de l'autre. Simplement, c'est vrai qu'en France, nous avions une monarchie qui n'était pas une monarchie constitutionnelle, en tout cas jusqu'en 1830. On a juste une parenthèse qui dure 18 ans, entre 1830 et 1848, où la monarchie est constitutionnelle. S'il m'arrive de temps en temps de dire que la monarchie pourrait être une solution pour justement que tout le monde ne se batte pas pour le fauteuil présidentiel et qu'on se batte pour les politiques à mener à Matignon, sachant qu'à l'Élysée il y aurait un monarque, ce serait un monarque constitutionnel sans aucun pouvoir et qui serait au contraire un garant de démocratie. Il faut bien le dire, ça. Je le disais dans votre livre que vous signez chez Perrin, on retrouve Marie-Antoinette, Anne d'Autriche, Marie de Médicis, Isabeau de Bavière, Catherine de Médicis, dans tous les parcours de ces femmes que vous retracez, qui sont aujourd'hui connues par tous. Quelle est celle dont le parcours, on va dire, a votre préférence, ou dont la singularité vous obsède, vous amuse? Je suis un Poitevin, vous savez, donc évidemment à Poitiers, on a le culte d'Aliénor d'Aquitaine, qui a été un personnage complètement extraordinaire. En plus, c'est une figure de roman, Aliénor. On dirait vraiment l'héroïne d'une série. D'ailleurs, on ferait une série de fous avec elle, parce que je sais pas si vous imaginez que des créateurs de contenu nous écoutent. Prenez cette note. Non, mais elle hérite de l'Aquitaine, c'est-à-dire de la région la plus brillante, la plus puissante à l'époque. Quand on dit l'Aquitaine, c'est pas l'Aquitaine actuelle, c'est tout le quart sud-ouest de l'actuelle France. Ce sont des villes comme Bordeaux ou Toulouse qui sont très brillantes, très raffinées. Elle épouse un prince héritier qui devient, alors qu'elle vient juste de l'épouser, un mois plus tard, il est roi de France. Il devient le roi Louis VII. Elle va l'amener à faire toutes les bêtises possibles. Elle l'envoie dans une croisade. Elle tombe amoureuse là-bas, arrivée en Terre Sainte, de son propre oncle, Raymond de Poitiers. Ça fait un scandale. On la recolle sur un bateau. Elle est faite prisonnière par les pirates byzantins, qui la rendent au pape, qui va la rendre à son mari, vous imaginez. Et là, elle ne pense plus qu'à une chose, c'est la séparation. Et donc, il va y avoir l'annulation de leur mariage. Et ce qui est inouï, c'est que, à peine divorcée, si l'on peut dire, à peine de nouveau libre, Aliénor va épouser le comte d'Anjou. Il se trouve que le comte d'Anjou meurt dans un accident, il se baigne dans le Loir, il attrape froid, et donc, tant pis, elle épouse son fils, qui a 12 ans de moins qu'elle, voilà. C'est pas grave. Ça, c'est réglé. C'est réglé, et elle en fait, au bout d'1 an et demi, le roi d'Angleterre. Elle le pousse à conquérir le trône d'Angleterre, et elle devient reine d'Angleterre après avoir été reine de France. Et on pourrait continuer comme ça longtemps, puisque jusqu'à 80 ans passés, cette femme va faire la politique, l'Europe et l'histoire. C'est un personnage inouï. Donc, si vous me demandez quelle est ma reine, enfin, en tout cas, celle dont j'aime le mieux parler, ce serait sans doute Aliénor, oui. Dans les destins aussi extraordinaires, et vous venez de le dire pour Aliénor d'Aquitaine, il y a aussi la puissance de Catherine de Médicis, dont le livre, vous la qualifiez de femme siècle. Oui, c'est vrai qu'elle incarne elle incarne d'ailleurs tous les paradoxes de son siècle.
Catherine de Médicis. Elle est la femme de la paix, de la conciliation. Elle veut absolument à tout prix réconcilier catholiques et protestants, moyennant quoi elle va donner naissance au pire massacre de l'histoire de France, quand même. C'est ça. Pas un bon timing. Elle veut asseoir ses enfants. Elle veut donner notamment à son fils Charles IX, puisque c'est lui dont elle assume la régence, après le règne de François II et en attendant Henri III. Elle veut lui donner plus de pouvoir, plus d'assises, etc. Moyennant quoi elle en fait des rois, tous les trois d'ailleurs, qui sont des rois extrêmement secondaires et extrêmement empêchés. Bref, c'est un personnage qui incarne tout ce qu'il y a d'étonnant dans le XVIe siècle et qui, en plus, après avoir été cette reine, cette dauphine plus exactement stérile, qui n'arrivait pas à donner d'enfants à son mari, va en donner beaucoup, d'un seul coup, 9 enfants, et qui va prendre un ascendant politique non négligeable, dès l'époque d'Henri II d'ailleurs. Car au moment de la bataille de Saint-Quentin, la bataille de la Saint-Laurent, c'est Catherine de Médicis qui va voir le corps municipal de Paris, qui se dresse contre les échevins, qui leur demande des subsides et qui va sauver l'armée française. Il y a chez elle l'étoffe de 4 ou 5 femmes politiques. Quand on parcourt votre livre, moi j'ai été assez épaté. Vous avez un vrai nom du titre, Franck Ferrand, c'est assez épatant. Pourquoi, pour Marie-Thérèse d'Autriche, vous avez ce titre extraordinaire, Un seul jour de bonheur? Parce qu'elle dit, la pauvre Marie-Thérèse, c'est l'épouse de Louis XIV. Alors elle est complètement écrasée, effacée par son mari. Vous imaginez, quand on est l'épouse de Louis XIV, qui en plus la trompe très allègrement. Aisément. Très aisément. C'est dur pour elle, bien sûr. Et cette Marie-Thérèse géniale, je dis géniale parce qu'elle a été une très bonne et gentille mère. Elle a été la meilleure reine possible. Elle a essayé de s'imposer. Elle a jamais très bien parlé le français parce qu'elle était espagnole. Bon, bien sous tout rapport. C'est une Habsbourg, faut pas l'oublier. Ce qui est un paradoxe dans la cour qui s'oppose aux Habsbourg. Bon, bref, sur son lit de mort, elle dit « Je n'aurais eu somme toute qu'un seul jour de bonheur ». Et je me suis amusé à chercher quel avait été ce jour de bonheur. Lequel, finalement? Pourquoi? Est-ce que c'est le jour de son mariage? Ça paraît peu probable, puisque on dit qu'elle a passé le jour de son mariage à pleurer toutes les larmes de son corps, car elle venait de quitter son père et sa famille. Faut pas oublier que toutes ces reines, elles étaient d'origine étrangère, évidemment, et que pour devenir reine de France, il fallait qu'elles s'arrachent à leur culture, à leur famille, à leur pays d'origine, et qu'elles épousent une nouvelle nation. C'était pas évident à faire. Et elles l'ont toutes fait. Elles l'ont toutes fait. Il y en a une, peut-être, qui est l'exception. Il faut toujours un méchant dans Toujours. Laquelle? Et c'est Isabeau de Bavière, la reine traîtresse, la méchante, l'infidèle. Mais même Isabeau de Bavière, on peut, je crois, lui trouver quelques circonstances atténuantes. Il nous reste 2 minutes, Franck Ferrand. Pour vous, après avoir retracé le parcours de ces femmes qui ont régné, qui ont imposé leur style, qui ont imposé toujours dans l'histoire plus leur ou moins marque, imposé leur style, mais elles ont essayé en tout cas. Ou en tout cas, à chaque fois, elles ont essayé. On va dire, quels enseignements on pourrait retirer de ces grands pans d'histoire et de ces grandes reines? Quelle est la chose dont on pourrait aujourd'hui se dire, il faut s'en inspirer absolument? La leçon à retenir, la fable de ces reines. La seule leçon, c'est pas une leçon politique, c'est une leçon de vie, c'est une leçon philosophique. La plus importante, alors. Je dis toujours que l'histoire est un grand réservoir d'expérience humaine. Pourquoi est-ce qu'on fait de l'histoire? Pour voir comment nos ancêtres se sont débrouillés dans des circonstances qui souvent nous font penser à ce qu'on vit, nous, chacun à son niveau dans sa vie. Et la grande leçon de ces parcours de reines, c'est que tout est permis pourvu qu'on vive. C'est ça la leçon de l'histoire. La vie, toujours. Essayer de s'en sortir, essayer de surmonter les difficultés, essayer tout simplement d'être le plus heureux possible, de faire rayonner autour de soi le plus de lumière qui soit. C'est ça la leçon de l'histoire. Quand vous faites de l'histoire, vous n'êtes pas au passé en fait, vous êtes au présent, et ce présent, il vous donne envie de mordre la vie à belles dents. Nos reines de France et nos éditions Perrin. Merci beaucoup, Franck Ferrand, de nous avoir accompagnés durant cette heure d'histoire. Et c'est encore un cadeau pour ceux qui font des Noëls prolongés à glisser pour les étrennes, sous le sabbat. Exactement, voilà, ça c'est un moment. Et n'oubliez pas, Sud Radio, la radio de la vie.